Nous sommes mardi 9 janvier 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Orodara et dans plusieurs autres localités du Burkina. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+ et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Juge Benna Bougma, bonjour à vous. Oui, bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette deuxième audience, le tribunal de l'actualité a retenu 3 sujets pour vous. En première partie d'émission, il sera question de l'administration publique avec la décision du chef de l'État de mettre fin aux lenteurs et à l'absentéisme. En seconde partie d'émission, il sera question de géopolitique avec la volonté affichée par les États-Unis de procéder à l'installation de bases de drones militaires dans des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Et enfin, en dernière partie d'émission, il sera question du dégel des tensions diplomatiques entre Bamako et Alger avec le retour des ambassadeurs à leur poste. Voici donc déclinés les grands axes de cette deuxième audience du tribunal de l'actualité que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci Président, parce que mon avant-propos c'est en sport et en football, parce que nous sommes pratiquement dans la dernière semaine de préparation pour les différentes équipes qui vont s'affronter à partir de ce week-end à Abidjan pour la grand-messe du football africain, parlant de la CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Donc je dis c'est la dernière ligne de préparation pour toutes les équipes. Et donc il y en a qui ont rejoint, il y en a qui n'ont pas encore rejoint. Mais en tout cas, c'est le stress pour l'encadrement technique, l'encadrement administratif, pour les joueurs et tout, et aussi pour les supporters, parce qu'il y a effectivement des enjeux. Quand on regarde également ce que chaque pays a affiché comme montant misé pour cette CAN, c'est beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent, et donc parce que les enjeux sont également importants. Le football, on l'appelle le sport roi, c'est beaucoup également de la passion à outrance. Et vous regardez les villes ivoiriennes qui vont abriter les CAN, ou même qui ne vont pas abriter la CAN, beaucoup ont fait peau neuve, parce que c'est vraiment une fête. Donc c'est pour souhaiter beaucoup de courage à nos étalons de footballeurs. Les autres disciplines, l'étoile du Burkina est montée haut dans beaucoup de disciplines, surtout individuelles. Il y a eu des disciplines collectives où c'est monté. On espère que à la fin, notre étoile effectivement va briller au firmament sur les nations qui sont présentes en Côte d'Ivoire pour cette CAN. Donc j'ai dit c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière semaine de préparation. Beaucoup de courage à nos étalons. Et puis il n'y a pas autre chose. J'ai dit beaucoup de courage. Mais nous, ce qu'on ne veut pas entendre, c'est que l'objectif c'était quart de finale ou demi-finale. Nous, les supporters, nous voulons un trophée pour célébrer à Ouagadougou. Merci, juge Benna Bougma, doyen des juges au Fava, avec un sourire. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Après le supporter exigeant. D'accord. Et moi, ce qui retient mon attention, c'est l'annonce de l'Algérie qui adhère à l'initiative de la ZLECAf, l'initiative de commerce guidé qui a été lancée en octobre 2022. Ce sont 96 produits en gros qui sont concernés par cette initiative-là. Il y a des produits pharmaceutiques, il y a par exemple le caoutchouc, les pâtes alimentaires, le thé, l'acier, le café, le bois. Donc autant de produits. Et pour l'Algérie, le plus important, c'est de pouvoir trouver des débouchés à ce qu'ils ont comme production là-bas. Or,
hydrocarbures, en tout cas c'est bien précisé, et appeler en tout cas les exportateurs à pouvoir tirer le meilleur parti de cette initiative-là, commerce guidé, qui permet aussi, quoi qu'on dise, de regarder dans ce qu'on a comme organisation, institution dans la ZLECAf et qui pourrait permettre à ces pays-là de s'en sortir. Et c'est vrai qu'on parle de l'Algérie aujourd'hui, mais il y a des pays comme le Ghana, le Cameroun, le Rwanda, l'île Maurice et la Tanzanie qui y sont déjà. Et quand on parle des ZLECAf, c'est quand même la zone de libre échange continentale africaine. Et donc, ce sont des facilités qui sont offertes aux pays du continent de pouvoir commercer entre eux avec des préférences tarifaires et évidemment toutes les barrières douanières que nous avons et tout ce qui sont allégées. C'est très important parce que le continent c'est un vaste marché. Si les autres doivent venir en bénéficier et que nous, dans cet échange sud-sud là, on ne comprend pas qu'on doit se mettre des vases communicants, je pense que ça veut dire qu'on sera toujours à la traîne parce que ne pas profiter des potentialités que nous avons soi-même et laisser les autres, de par nous des unions, venir en profiter parce qu'ils discutent avec nous dans l'ensemble, mais choisissant d'aller de façon sectaire, segmentée, ça ne nous arrange pas forcément. Donc c'est intéressant et je pense que la plupart de nos pays devraient donc y penser. Maintenant, pour en tirer le meilleur parti, il faut avoir une économie diversifiée et un pays comme le Burkina, ça sera le défi. Marcher que sur l'or ou sur le coton, ça ne va pas suffire. Premier sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité, le chef de l'État, au cours d'une rencontre avec le personnel de la présidence du Faso ce lundi, a signifié son intention de mener une traque contre la corruption, l'absentéisme et les lenteurs au sein de l'administration publique, déjà jugé au Fravara pour ce qui est de la lenteur au niveau de l'administration publique. On sait que le chef de l'État en avait fait un peu son cheval de bataille aux premières heures de son arrivée au niveau du pouvoir d'État. Bon, pas que lui. Tous ses prédécesseurs à la tête de notre État. Chacun vient et dit que la lenteur administrative, là, ça seulement, il faut qu'on change ça. Donc c'est pas aujourd'hui. Je veux dire que c'est une vieille plaie, c'est une vieille maladie que nous avons. Maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à se l'expliquer? Quel diagnostic en faire? Je pense que l'autre pan du combat absentéisme et retard et tout, forcément ça doit avoir des incidences sur la qualité du travail qui est donnée et donc la célérité. Donc forcément c'est des éléments qui sont liés. Mais il y a le problème dans nos administrations publiques, comme accepter cette donne conceptuelle là que ça doit être comme ça. Quand c'est l'administration là, c'est comme ça. Ça dit que la lenteur là, c'est que ça leur colle à la peau ou bien que c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Et quelquefois, on trouve le subterfuge derrière de dire que non, c'est parce que les dossiers, il faut traiter avec la rigueur. Quand vous vous pressez, après, il y a des erreurs. Ou bien, il faut vraiment voir les choses avec minutie. Non. C'est vrai qu'il y a des process. Il faut les respecter. Mais cela ne devrait pas avoir un impact sur le demandeur de service au point que à l'arrivée, il se retrouve dans des situations qui sont beaucoup plus complexes pour lui. Vous voyez même les appels d'offres qu'on fait, les projets qui sont quelquefois à la fin décidés, on a celui qui va l'exécuter. Même dans les questions de décaissement, plusieurs fois même sur le plateau du tribunal de l'actualité ici, on s'est retrouvé avec des invités qui nous ont expliqué qu'ils sont eux-mêmes de l'appareil, c'est-à-dire de l'État, sur des projets qui engagent l'État à se retrouver piégés par nos lourdeurs et nos lenteurs administratives. Donc, vous voyez, quand vous-même vous ne vous rendez pas service, vous mettez des éléments sur lesquels vous partez qui sont profitables pour le commun des Burkinabés, parce qu'on a nos avatars, on n'arrive pas à pouvoir être efficace et efficient, ça veut dire qu'il y a un problème et il y a une introspection à faire. Donc, le président, pour moi, va sur un chantier qui est connu, parle d'une plaie qui est connue. Quel sera son traitement médicamenteux? C'est ce que j'attends de voir. Parce que ça, notre administration, elle est connue déjà pour ça.
Alors, juge Bernard Boukma, il faut aller vite, surtout dans le contexte qui est le nôtre, le contexte sécuritaire. Mais est-ce qu'avec toutes les réformes qui ont été envisagées par rapport à l'administration publique, est-ce que l'on est parvenu à savoir quelles sont les raisons des lenteurs administratives que l'on connaît? Les raisons s'expliquent par plusieurs raisons. La première explication, à mon sens, ce sont nos procédures qui sont longues. L'administration burkinabé est très procédurière. Il y en a même certains spécialistes comme M. Zemane qui disent qu'on a une administration orientée procédure, mais pas orientée résultat. Selon le diagnostic qu'il a fait et qu'il a même présenté ici au niveau du tribunal de l'actualité, il estime qu'on a une administration beaucoup plus procédurière. On est plus orienté dans la procédure que dans le résultat. À la fin, effectivement, on met plus du temps dans la procédure et le résultat, on l'engrange moins. Si vous suivez l'administration, la plupart des grands dossiers sont exécutés vers la fin d'année. Parce que c'est vers la fin d'année qu'on a fini d'épuiser toutes les procédures, on débloque l'argent pour travailler. Résultat de course, les activités sont concentrées dans le dernier trimestre de l'année. Le dernier trimestre de l'année, c'est un trimestre concentré d'activités. Surtout novembre, décembre. Alors là, c'est concentré d'activités. Il y en a qui n'arrivent même pas à épuiser le budget à cause de ça. Le ministère de la Défense, sous le président Kaboré, il avait été dit que le ministère n'a pas pu épuiser le budget qui lui avait été alloué pour l'achat de l'armement, les équipements et tout. Renseignement pris, l'une des explications majeures, on a mis du temps dans les procédures. Il faut faire ceci, pour se rassurer que tout va bien. Parce que comme nous sommes dans un système francophone, on met l'accent d'abord sur la réflexion avant l'action. Le système anglophone allie les deux, action et réflexion. C'est-à-dire vous ajustez au fur et à mesure. Nous voulons nous rassurer que tout est parfait, tout est bien. On a pris toutes les mesures et que c'est bon avant maintenant d'agir. Résultat du cours, il y a de la lenteur. Donc, une partie de la lenteur à l'exigence de célérité pour un certain nombre de dossiers. Vous dites? Est-ce que cela n'est pas dû aussi à l'exigence de célérité pour le traitement d'un certain nombre de dossiers? Non, pas forcément. Je prends un exemple, pour étayer ce que j'ai dit, je prends un exemple au niveau des collectivités territoriales. Le contrôle se fait a priori. C'est-à-dire que le maire monte ses dossiers avec son équipe, le conseil municipal valide et tout, mais il faut d'abord attendre que le contrôleur financier, qui peut être un seul contrôleur pour plusieurs mairies au niveau de la province, fasse le tour et arrive chez vous, vise les dossiers pour que ça puisse bouger. Alors que le contrôleur financier, il est seul pour plusieurs communes. Résultat, il est très pris. Et s'il arrive qu'il y a des coquilles, il y a des éléments à régler, il rejette. Il faut reprendre le dossier à la case départ pour qu'il revienne encore et attendre sa prochaine venue, pour qu'il vise. Parce que le visa du contrôle financier, vous prenez les documents administratifs au Burkina, vous allez voir visa CF, avec un numéro. C'est un élément qui est très important. Donc au niveau, par exemple, je prends un cas de collectivité. Donc ça traîne. Résultat, le maire avait prévu de faire un pont pour relier telle localité, il y avait une piste à aménager, ou il y a une réparation à faire dans une école, ça peut traîner. Il peut même aller à l'An+1 sans que cela ne puisse être accompli. Et quand vous regardez dans les collectivités, au niveau des collectivités, c'est vers la fin des mandats que beaucoup de réalisations se font, alors qu'il y a des réalisations qui devaient se faire à l'An1 ou à l'An2. Discutez avec les maires et vous verrez. Donc on a mis un système procéduré, donc un contrôle a priori, qui pour se rassurer que le dossier est bon avant exécution. Mais c'est qu'à l'arrivée, la procédure a pris plus de temps et ça impacte sur le résultat final. Et donc, dans les réformes qui sont envisagées au niveau des collectivités, il a été demandé de faire un contrôle a posteriori. C'est-à-dire après. Maintenant, il y a un minimum de garantie aussi à avoir pour qu'il n'y ait pas de l'abus. Ça, c'est possible. Pour que vous ayez des maires qui comprennent les procédures, des maires intègres et tout ça, ça peut se régler. Mais ça, je dis bien pour ceux qui ont travaillé de près avec les collectivités, savent de quoi je parle.
Ça, c'est un pan. Et puis, il y a plusieurs autres pans. Dans le domaine de la santé, ici, à cette émission, l'ancien directeur général, Bibert Robert Sangaré, a dit qu'il était allé auprès de son ministre, le ministre de la Santé, pour plaider, quand il était directeur général de l'hôpital Yalagdo, pour plaider pour que l'achat des consommables, pas toutes les consommables, au niveau de la santé puisse être allégé. Les gants sont en train de finir. Les seringues sont en train de finir, alors que c'est utilisé régulièrement. Et donc, il faut lancer la procédure, la machine pour l'achat. Donc, s'il y a encore, il faut faire appel d'offres, tout. Et s'il y a encore une erreur, il faut reprendre à zéro. À un moment donné, il n'y en a pas dans le stock. Parce qu'au niveau de la procédure, ça a pris un temps, ou il y a quelqu'un, il y a un signataire qui, pour des raisons qui étaient en mission, qui n'est pas vite rentré, et puis bon, ça a joué. Il dit qu'il était obligé d'aller plaider pour dire, là, nous faisons de l'humanitaire, nous faisons du social. On ne peut pas être astreint aux mêmes lois sur comment on appelle ça, les marchés publics au Burkina, pour que le ministère accepte effectivement plaider auprès de qui de droit pour alléger la procédure, en s'entourant naturellement d'un minimum de garantie. Et là, il a dit ici. Donc, ce que j'ai dit, c'est des faits de notre administration relayés par des acteurs directs qui l'ont dit. C'est pourquoi j'ai dit, on est beaucoup... c'est pourquoi je partage la conclusion de M. Zemané, qu'on est arrivé effectivement à un constat qu'on a une administration beaucoup plus orientée procédure que résultat. Deuxième fait, c'est notre système de la fonction publique. On a une fonction publique de carrière. Ailleurs, ils ont une fonction publique d'emploi. Vous êtes recruté pour tel emploi pour une durée déterminée de 5 ans ou de 10 ans, renouvelable ou pas, avec maintenant une fiche de poste, des attributions claires et des objectifs à atteindre. Et parfois, vous êtes même payé à la tâche. C'est en fonction de votre temps de présence et du travail exécuté que vous êtes payé. On a tenté la contractualisation, Burkina, en fait, c'était dans cet esprit. Bon, finalement, maintenant, carrière, vous rentrez comme ça, vous rentrez et vous sortez, ou bien vous restez là-bas jusqu'à la retraite. Ça, c'est vraiment, vous faites carrière dans votre direction jusqu'à... C'est vrai qu'avec le ministre Sénou Ouedraogo, il y a eu maintenant les chevauchements qui sont possibles. Mais même là, il y a des corps qui sont réticents, qui vous permettent d'être dans ce corps, et il y a des passerelles pour aller dans tel autre corps si vous voulez, pour créer de la stimulation, parce qu'il y en a qui sont dans des domaines également qu'ils n'aiment pas trop. Mais bon, c'est ça qui a marché. Vous demandez c'est quel concours, il dit non, que c'est ça qui a marché. C'est pas ce qu'il voulait, c'est ça qui a marché. Il part à l'école, la mort dans l'âme. Il n'est même pas content du concours qu'il a eu. Vous venez lui demander d'être résultat à son poste. C'est pas possible. Il fait un boulot qu'il n'aime pas. Il est payé pour faire un travail qu'il n'aime pas. Et s'il a l'occasion de fuir, il va fuir. Maintenant, créer les passerelles pour permettre qu'il change de corps, ça peut créer un effet de stimulation. Dans beaucoup de pays l'ont expérimenté et ça marche, notamment dans l'univers anglo-saxon. Donc, ça, c'était des mécanismes pour faciliter les choses. Maintenant, pour terminer, pour régler tout ça, il y a eu le système des évaluations. Le système d'évaluation également qui a été mis en place. Mais vous évaluez quelqu'un sur la base de ce que vous lui avez donné comme fiche et résultat à atteindre. Vous ne lui avez pas donné. Comment est-ce que vous allez l'évaluer? Quand il vient, pour être évalué, vous mettez une note complaisante et vous passez à autre chose. Et il y en a qui ont des problèmes parce qu'il y a des absentéistes chroniques. Et monsieur fait 8 ou 9 sur sa note, sur 10. Alors qu'il n'a même pas 6, il n'a que peut-être 5. Mais il tient à avoir 7, 8 ou 9, alors qu'il n'est pas assidu. Mais il y en a qui sont vraiment assidus, consciencieux. Donc, je pense qu'il y a des facteurs qui l'expliquent. Maintenant, pour terminer aussi, ce sont les effectifs. Vous avez un bureau qui doit accueillir normalement 3 personnes. Vous arrivez, c'est 6, 7, 8, 9 personnes. Il y en a qui n'ont même pas de chaises. Au sein de l'administration publique. Oui, il va venir faire quoi? Prenez un gros morceau de l'administration burkinabé, le MENA-PLN. Prenez les services de MENA-PLN. Allez-y dans les CCEP, allez-y dans les inspections et revenez me dire ce que je dis là. Prenez le système, là-bas, vous arrivez, souvent il y a un problème de place. D'abord, le matériel il est vétuste, l'espace de travail est exigu, il n'y a pas assez de place, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Il va venir pour faire quoi? Il est affecté là-bas. Il y a un problème. Donc, il y a beaucoup de choses également
qu'il faut effectivement régler. Et puis maintenant, il faut réguler les effectifs. Parce que on recrutait parfois beaucoup plus pour le social que pour le besoin. Résultat également, vous avez beaucoup de... Il y a des secteurs de l'administration où il y a plus d'employés et il n'y a pas assez de boulot. Résultat, les cadres supérieurs font le boulot des cadres moyens. Les cadres moyens font le boulot des cadres subalternes, alors que ce n'est même pas son boulot. Mais il n'en a pas. Donc, ils se créent d'autres boulots, ils sont en train de se créer des difficultés là-bas. Donc, ce sont des éléments également qu'il faut regarder de près. Mais je dis, ce n'est pas seulement ça qui explique, mais ce sont des facteurs également qu'il ne faut pas ignorer dans l'évaluation. Alors, juge Va, le chef de l'État, dans son élan, parle de mettre fin non seulement aux lourdeurs ou lenteurs administratives, mais aussi à l'absentéisme. La question, est-ce que cela n'est souvent pas dû au manque de conscience professionnelle? Vous savez, là où nous sommes forts, c'est d'être conscient de quelque chose, quelquefois d'enclencher de bonnes dynamiques pour tenter de le résorber, parce que ce n'est pas tout aussi qu'on était. Et après, on oublie qu'on a eu à travailler sur un phénomène et que là-dessus, on avait des pistes de solutions. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Je vous reprends ce qu'avait entrepris l'autorité supérieure de contrôle d'État de lutte contre la corruption, ASULC. C'était le 28 février 2022. Un contrôle de la ponctualité des agents dans les services publics. L'opération a concerné 17 ministères. Et donc l'effectif qui était concerné, c'était 3078 agents. Et qu'est-ce qui se passe? Parmi les agents contrôlés, seulement 371 sont arrivés à l'heure. 1068 autres sont arrivés en retard. Et donc, comme le contrôle, c'était pendant 1 heure, 1339 ne sont même pas encore venus. Et donc, ça fait quoi? Ça fait un total de 2407 agents en retard pour un effectif de 3078. Donc, un taux d'absentéisme de 86,65%. C'est la SULC qui a fait le travail. Et on parle de 2022? C'est 2022, en août 2022. Et les causes, parce que le travail est scientifique, les causes des retards, le rapport évoque l'absence de mécanismes réels de contrôle des agents par les responsables hiérarchiques, le manque de dispositifs efficaces de contrôle automatique des présences, la précarité des conditions de travail et l'absence de code d'éthique et de déontologie dans les ministères. La SULC formule des recommandations. Et voilà ce qui est demandé au gouvernement. Il a été recommandé de mettre en place un mécanisme efficace de contrôle de la ponctualité, de l'assiduité des agents par les supérieurs hiérarchiques, de relire le décret qui fixe les horaires de travail pour tenir compte des spécificités, de mettre à la disposition des ministères et institutions des locaux suffisants avec toutes les commodités et de former les supérieurs hiérarchiques aux procédures disciplinaires. C'est un travail qui a été fait sur un constat qu'on a fait. Qu'est-ce qui a été implémenté par après pour pouvoir changer la donne? Voilà la question. Donc, le problème n'est pas de savoir son mal. C'est pour ça que j'ai dit j'attends de voir le traitement médicamenteux que le président donnera. Il faut que le malade même accepte de prendre les médicaments. Bon, peut-être que cette fois-ci, comme on est en transition, on va bien ouvrir la bouche de l'administration et puis on va foutre le médicament dedans. Le malade est un adulte, j'ai parlé de la conscience professionnelle. C'est là où ça pose problème. Je vais vous reprendre les propos du Premier ministre en son temps. Parce qu'on est en 2022, donc c'était le 23 août 2022, le Premier ministre Albert Ouedraogo, qui, dans un entretien qui était accordé sur la télévision nationale, voilà ce que le Premier ministre disait concernant même la question de notre administration. Je pense que je vais retrouver ces propos. Je pense que c'est assez symptomatique de la réalité. Il dit, nous continuons toujours à fonctionner comme si nous étions dans une situation normale. Il y a des retards et l'absentéisme des agents. On continue d'aller en retard au travail. On continue de gérer les dossiers comme avant. Vraiment, c'est regrettable. Et un peu avant, il y a... voilà, mais ça, je ne retrouve pas, mais voilà. Où il dit, je constate avec amertume que c'est-à-dire parlant de l'administration publique, n'est pas une administration de service, comme disait tout à l'heure Bernard Bougma. Quand un citoyen se rend au niveau de l'administration, on a l'impression que c'est un obligé. Il est parfois traité avec beaucoup de mépris, je dirais même maltraité. Ça, c'est le Premier ministre qui le dit. Et ça, c'est dans la même période du rapport. Donc, quand un Premier ministre lui-même
partage son agacement face à un appareil qui est à son service pour pouvoir rendre des résultats, comprenez qu'il y a un problème. Mais nous ne disons pas que tous les agents du public sont comme ça. Allez dans certaines administrations, vous verrez aussi à la tête de celui qui gère et à sa rigueur, comment est-ce que ça marche ou pas là-bas. Et il y a des agents qui sont disciplinés, il y a des agents qui sont des travailleurs et qui sont vraiment engagés. Mais il y a toujours des brebis galeuses et c'est elles qui très souvent donnent plutôt l'impression de ce qui n'est pas bon. Mais il y a la loi de l'optimum. Donc quand on parle de l'administration, il faut dire qu'il y a beaucoup je ne dirais pas mauvais comportement, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut corriger. Donc pour moi, il y a déjà un travail qui a été fait. Il y a des raisons qui ont été ciblées. C'est ça la différence entre nous et certains qui réussissent. Quand on a diagnostiqué quelque chose et qu'on a trouvé l'origine et qu'on a proposé, il reste qu'à appliquer. Mais si à chaque fois on va être dans le perpétuel recommencement, pour revenir encore chercher et comprendre pourquoi. Le temps de vouloir implémenter et tout, vous-même, peut-être votre mandat est fini ou bien quoi que ce soit. C'est ça en fait le problème. Le perpétuel recommencement ne nous aide pas. Il n'y a pas 46 façons de régler ce problème. Il y a les leviers qui ont été proposés déjà par la SULC. Il y a la question de la rigueur dans la gestion, il y a la question des moyens à donner, il y a la question aussi de la discipline. Et même les responsables doivent y être formés. Parce que tant qu'il n'y a pas cette discipline-là et que l'agent se dit, bon, écoutez, celui qui est là, c'est un esprit aussi. Hein. Donc lui, il est employé comme nous. Et il y a une phrase, c'est pas le chant de ton papa là. Ça, c'est tellement dangereux. Donc, et ça concentre toute l'inconscience en fait autour de la responsabilité qu'on a. Mais je dis, tous les agents, je le répète encore, ne sont pas comme ça. Les services, quand vous allez, vous avez l'impression, vous vous sentez client. Mais il y en a où, lorsque vous partez, vous demandez qui vous a envoyé ici. Alors que vous avez votre argent dans votre poche pour venir régler ce à quoi vous êtes astreint. Mais vous allez souffrir même avant de régler. Et ça devient compliqué. Maintenant, dernier élément, c'est que ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est contre-productif aussi pour l'efficacité même et aussi la rentabilité de nos services. Pourquoi? Parce que c'est les brebis galeuses là qui entretiennent un peu tout ça, qui en bénéficient. Partout où le traitement est difficile, où il y a des lourdeurs, vous êtes obligé de payer. C'est ça, ça termine. C'est pas ça, ça termine. La corruption. Partout où vous allez voir qu'on complique la situation là, vous allez finir par payer. Mais parce qu'on entretient ça pour qu'à la fin ça termine comme ça. C'est à dessein. Mais c'est pas partout. Il y a aussi, quoi qu'on dise aussi, des failles structurelles pour lesquelles il faut avoir des réflexions et puis essayer d'apporter des changements pour éliminer le goulot d'étranglement, parce qu'on est trop aussi dans des procédures. C'est pour ça qu'il y a toujours des réflexions pour des allègements. Maintenant, en ne partant pas trop vite aussi, parce que quand on parle de procédures, il y a des process qui sont intangibles sur lesquels il faut quand même rester. Mais il y a des moyens d'alléger et très souvent, quand on grippe la machine, c'est souvent exprès. Et on termine le sujet avec vous. Lourdeur administrative, conséquences, la corruption et finalement le summum, l'absentéisme. Comment avoir une économie de résilience dans un contexte sécuritaire avec de tels défauts? Non, il faut régler. Mais juge Val a dit, la SELC a fait le point. À partir de ce moment, qu'est-ce qui a été enclenché pour régler ça? La mise en place des mécanismes de contrôle des présences là. Qu'est-ce qui a été respecté? Est-ce que ça a été mis? Non. Formation aux questions d'éthique et de déontologie, non. Les gens sortent de l'école pas avec la même façon de servir. Je dis, il y en a qui servent par dépit. Il exerce un emploi qu'il n'aime pas. Lui là, c'est pas un problème qui peut régler ça. Il faut trouver un moyen pour qu'il aille exercer ce qu'il veut là ailleurs, en l'accompagnant à déployer son potentiel pour aller faire ça, ou bien en mettant des mécanismes pour l'avoir, ou bien vous l'aider. C'est pas possible. Il n'aime pas. Il y en a qui sont des agents de santé mais qui n'aiment pas toucher le corps des gens, qui n'aiment pas, qui piquent mal. Ils n'aiment pas. Mais c'est vrai, ils n'aiment pas. Il y en a qui sont enseignants qui rudoient les élèves, mais en réalité, c'est pas l'élève est une victime sûrement. Monsieur a embrassé un corps parce qu'il dit que c'est ça qui a marché. Il n'aime pas. Et dans tous les corps de métier, il y en a.
Même au sein de l'armée, le général Nabéré, en son temps, après la mutinerie, avait dit que maintenant l'armée ne va plus recueillir l'enfant bandit de quelqu'un. Parce qu'il y en a qui disent que c'est des cas impossibles, on pousse l'enfant, on l'entre dans l'armée pour avoir la paix. Et que parmi eux, il y en a qui de façon indisciplinée, qui ont conduit la mutinerie. Dans presque tous les corps de métier, on en trouve. Puisque notre système éducatif ne fait pas en sorte que les uns et les autres puissent vivre réellement de leur passion. Donc, ils déposent beaucoup de concours et ils plaident pour un qu'ils l'aiment. Et ça n'a pas marché. Et parfois, c'est le concours qu'il aime le moins qui marche. Il part même déjà à l'école de formation dans un mal-être. Et il sort encore dans un mal-être. Il y en a qui ont choisi le boulot parce que ça paye mieux. Mais d'autres ont choisi parce qu'ils ne l'aiment pas forcément pour l'argent. Parce que ça lui permet de s'épanouir. Mais nous, on n'a pas de passerelles pour prendre. En fait, l'homme, il faut le prendre de façon holistique au travail. Si vous ne le prenez pas de façon holistique, vous allez le tromper. Parce qu'en l'homme, il y a ce qu'on voit, il y a la matière et il y a l'immatériel. Les deux vont ensemble. S'il a un mal-être profond, si à l'intérieur ça ne va pas, ça va se ressentir sur son rendement. Son supérieur aura la difficulté de toujours reprendre le boulot, de faire deux choses à la fois. Donc, l'histoire de ce monsieur qui s'absente tellement, son chef de service a même été remplacé, il n'a même pas su. Il arrive au boulot, il cause avec l'assistante, après dit bon, que je vais rentrer, dit bonjour à monsieur le directeur, on dit c'est devenu madame la directrice. Il dit depuis quand? Ah, mais comme vous ne voulez pas, vous ne venez pas, vous ne pouvez pas savoir. Mais je pense que il y a un travail de fond, mais ça demande un travail de fond à faire. Même pour le contrôle des présences ou des retards, des absences et tout, vous allez mettre quel mécanisme qu'ils vont accepter. Il y a une institution qui a tenté avec des fiches, c'est-à-dire les fiches de présence, vous mettez votre heure de rentrée, votre heure de sortie. Ils disent que quand même, ils ne sont pas des gamins pour venir s'asseoir devant l'assistant, devant la petite là, c'est les qualificatifs des doyens, devant la petite là quand même, c'est ridicule, c'est humiliant. Bon, ok, donc, non, ok, quand même, c'est humiliant. Le patron, avec sa bonne foi, il dit, il n'y a pas de problème. Il est allé payer ce qu'on appelle les fingerprints, c'est-à-dire que vous mettez votre doigt, et c'est enregistré, ça enregistre vos empreintes, on sait que c'est vous, puisqu'on prend votre identité, tout avant tout. Donc quand vous posez votre doigt, dans certains établissements, il y en a. Donc, pour les travailleurs, quoi. Donc on sait à quelle heure vous êtes venu, et quand vous repartez, donc on connaît votre heure de travail, et puis voilà. Ils ont dit non, que ça apporte atteinte à quoi? Au cas donné à caractère personnel. Le patron a saisi la commission de l'informatique et des libertés pour voir est-ce que réellement le dispositif porte atteinte à leurs données à caractère personnel. La commission de l'informatique et des libertés a écrit pour dire non. Investigation faite, ça ne porte pas du tout atteinte. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme quand vous partez à l'aéroport, vous badgez, non, avec vos doigts. Vos empreintes restent là-bas. Mais ici, comme c'est votre service, voilà. Donc, ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Ils ont ok, donc ils viennent, ils appuient. Parce qu'il y en a qui sont des agents terrain. Donc, monsieur, son service, puisque c'est des services où il y a de la maintenance. Comme monsieur est agent terrain, s'il vient au bureau et on dit au bureau qu'il y a une maintenance, il est obligé de signer pour dire qu'il part pour telle maintenance. L'argent va revenir à la maison. Mais comme lui, il veut tricher, il vient mais il ne se signale pas. Donc quand on l'appelle par des circuits détournés, il part, il fait, et en ce moment, ça devient lui son affaire. Donc il ne peut pas accepter le temps de présence. Résultat, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont saboté l'appareil. Le poste arrivé un matin, l'appareil ne répond pas. Il se rend compte qu'ils l'ont saboté. Bon, puisqu'il n'a pas mis un système de surveillance vidéo. Il dit, mais lui, il ne sait pas comment faire pour gérer le personnel. Ils s'asseyent ensemble, ils font même les propositions. Lui, il veut appliquer les mêmes propositions, ça devient un problème. Mais ce que j'ai dit, ça demande un travail de fond et de la rigueur. Sinon, ça va être très difficile. Donc, parce que on s'est dit que l'administration publique, ce n'est pas le champ de quelqu'un, du papa de quelqu'un, comme l'a dit juge Var. Et quand vous arrivez avec votre bonne foi, ils vont vous dire, vous êtes venu nous trouver ici, vous allez pas nous trouver, nous on est plus dur que vous. Donc vous là, calmez-vous. Donc, ça n'aide pas. Donc il y a un travail, j'ai dit, de fond à faire. Et alors que quand ils sortent, ils voient ailleurs, ils reviennent. Ils voient ce qui se passe.
il voit ce qui se passe, et puis il dit, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ça chez nous? Mais si on veut faire, il ne veut pas. Il y a un des ministres qui a dit que dans la Côte d'Ivoire à côté, il échangeait avec son homologue sur une décision qui a été prise. Lui, il a demandé, et les syndicats ont dit quoi? Est-ce que vous êtes... Il dit, le ministre, son homologue lui demande que vous parlez de quel syndicat? Non, moi mon boulot c'est de faire en sorte que le boulot marche. En fait, c'est pour les notations. C'est d'ailleurs pour les notations, pour les paiements à la fin du mois. Ils se sont entendus sur la procédure. Il dit non. Est-ce que ça porte atteinte à la liberté syndicale? Non. Est-ce que donc pourquoi est-ce que je vais aller interroger le syndicat du moment où c'est pour créer de la célérité? Et ils sont d'accord que parmi dans leur rang, il y a des brebis galeuses. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais ici, on ne peut pas faire ça chez nous. Hein. L'autre est étonné, mais c'est vrai, je ne peux pas citer de nom parce que c'est... je n'ai pas eu c'est des échanges en privé. Mais c'est pour dire qu'on a un problème de mental qu'il faut d'abord régler. Si on a pu régler la question du mind pour que les uns et les autres se rendent compte qu'effectivement, c'est de notre administration qu'il s'agit. Et on est là pour rendre service. Et celui qui vient, nous sommes là à son service. En anglais, d'ailleurs, le fonctionnaire, c'est civil servant. C'est un serviteur. Donc celui qui est venu, c'est pourquoi je lui rends service. Parce que demain, je ne vais pas aller chez lui pour que lui aussi me rende service dans son service. Puisqu'on se rend service comme ça. Je rends service au boulanger. Moi, le boulanger me rend service avec du pain. Moi, je lui rends service avec un papier administratif et tout. Mais on se rend service. Mais on n'a pas mis ça. Quand vous arrivez, effectivement, il y a des attitudes. Vous êtes comme si vous êtes venu négocier pour ça. Et c'est pas aussi simple. Mais ce n'est pas tout le monde. Comme Jules l'a dit, les données ont montré qu'il y en a qui sont ponctuels. Oui, et c'est donc dit malheureusement que le phénomène à la pôle Dieu, le chef de l'État, lorsqu'il échangeait avec le personnel ce lundi de la présidence, a dit que c'est lié souvent à la mentalité. Pendant que nous sommes en 2023, les mentalités ici, pour beaucoup, sont toujours aux années 1800. Et nous allons vite passer au deuxième sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Les États-Unis entendent procéder à l'installation de bases de drones militaires dans des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Juge Fawara, de quel pays s'agit-il? Et visiblement, avec l'AES, la géopolitique est en train de bouger sur d'autres fronts. Oui, il faut dire que les révélations sont revenues aussi du The Wall Street Journal, c'était le 3 janvier. Et ce qu'ils ont ressorti, comme le rappelait aussi l'agence Ecofin, c'est que les trois pays, en tout cas pour lesquels il y avait des discussions, on va dire comme ça, pour que des drones, il faut le préciser, de reconnaissance devrait donc permettre à ces forces-là de regarder un peu. Et les pays qui ont été ciblés, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana et le Bénin. Je pense que c'est les trois pays et pour lesquels les révélations sont données que effectivement des discussions étaient en train d'être menées pour que leurs aérodromes soient utilisés pour ces drones-là de surveillance. Et ce sont des drones, en tout cas militaires, américains, et on dit que ce sont des drones qui ne sont pas armés, mais qui devaient permettre de surveiller un peu le flux pour venir vers ces zones-là, parce que, et c'est le terme qui est utilisé, la zone sahélienne est une zone où le terrorisme est vraiment très présent, et comment éviter que ça atteigne le golfe de Guinée et les autres pays. Et le problème, c'est qu'il faut se rappeler aussi qu'il y avait une autre dynamique, je pense que c'était celle de l'Union européenne, c'était en août 2023, il y avait aussi un journal allemand qui disait qu'il y avait une dynamique aussi d'installation de nouvelles missions militaires. Les pays qui ont été cités, c'est encore le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. On a donc comme un genre de réorganisation qui est en train de se faire. D'abord, pour répondre aussi à la perte, quoi qu'on dise aussi, d'influence qu'ils ont dans cette zone-là. Parce que quand vous prenez l'intercontinent, Mali, Burkina, Niger, ils sont positionnés aujourd'hui avec la Russie. Et donc la plupart de ces pays-là aussi tentent de réorganiser aussi leurs forces avec des pays avec lesquels ils sont aussi encore en odeur de sainteté. Et sachant que pour moi, le seul argument qui vaudra pour leur présence, c'est d'empêcher que la peur qui est commune à ces pays-là, de voir des terroristes, le terrorisme gagner leur terre, qui les aide à pouvoir éviter cela. Bon, nous on est dans un paradigme qui est tout autre aujourd'hui. Nous on est déjà touchés. Eux, ils ont peur d'être touchés. Bon,
Maintenant, est-ce que, et ça c'est peut-être la dernière question que moi je pose, pour l'intérêt des Africains que nous sommes, le plus important ce n'est pas d'éteindre le feu là où il est, ou bien c'est de se dire, le feu il fait ce qu'il veut là-bas, mais pourvu qu'il ne m'atteigne pas. C'est un peu pour moi la question qui pour moi devrait être fondamentale. Et aujourd'hui, vous parliez des géostratégies, pour ces puissances-là en tout cas c'est une guerre de positionnement. Pour ceux qui ont perdu des précarés, se repositionnent juste à côté et jouent aussi crânement les chances pour montrer qu'ils restent en tout cas disposés et impliqués pour sécuriser et aider à sécuriser les zones et avec les populations qui y sont. Alors, juge Bougma, on parle des États-Unis qui envisagent l'installation de bases de drones militaires dans des pays côtiers. C'est donc dire que l'AES, dans sa dynamique, est en train de bouleverser la géopolitique au sein de la sous-région. Oui, et c'est même pas, c'est pas des initiatives qui datent de maintenant. C'est peut-être les drones. Sinon, après l'initiative d'Accra qui n'a pas marché, les pays dont le juge va citer, les pays côtiers qui devaient bénéficier de ces appuis-là, ça a été automatiquement enclenché quelques semaines après. Et donc, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il faut se réorganiser autrement. Parce que ça ne pourra pas aller comme avant. Et même là, les Américains n'ont pas quitté le Sahel. La base des drones au Niger n'a pas été démantelée. Quand il y a eu le coup d'État contre Bazoum, la France était fâchée parce que l'Amérique n'avait pas condamné ouvertement le coup d'État. L'Amérique a géré de façon subtile et a même dépêché des émissaires de haut rang pour venir discuter avec les nouvelles autorités pour voir comment est-ce qu'elle peut préserver sa plus grande base de drones au Sahel. C'est installé au Niger. Donc, les Américains ont compris que à l'allure où vont les choses, si Bazoum est out, comment est-ce que nous on se maintient? S'accrocher, demander que Bazoum vienne, c'est irriter ceux qui sont là et puis ça peut vous être préjudiciable. Et ces gens également qui savent qu'il ne faut pas mettre les œufs dans un seul panier. Et la réalité aussi, c'est qu'il y a un effet contagion. Ce qui se passe au Sahel, à un moment donné, peut inspirer certains jeunes des pays côtiers. Donc, il faut anticiper. Voyez-vous que le président togolais a subtilement très bien négocié avec les pays qui ont fait le coup d'État. Aujourd'hui, Faure est un interlocuteur privilégié de ces pays-là. Et même le Bénin est passé par Faure pour négocier par rapport au port. Parce que Faure a regardé les enjeux, il s'est dit, attention. Et si d'aventure Bazoum ne revient pas, on fait quoi? Donc il faut mettre toutes les hypothèses, puis voir si. Et donc, ça, les Américains sont très bien payés pour le savoir. Et là, ils prennent de l'avance sur l'Europe, notamment la France. Parce qu'à force de trop bander les muscles, de trop tirer, alors que elle est présente depuis longtemps, son passé le rattrape. Que la France veuille ou pas, il y a un passé qui rattrape et qui ne facilite pas. Alors que les Américains font moins de bruit et sont dans un positionnement stratégique. Mais ils sont là depuis. Parfois, certaines opérations, parfois certains otages qui ont été récupérés, c'est du renseignement américain. C'est du renseignement américain. Jusqu'à presque l'action. Les autres parlent seulement pour l'action, et puis bon, mais ils ne le disent pas. Donc, c'est des drones de surveillance. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pourquoi certains États du Sahel aussi se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous avez des drones de surveillance, mais vous ne les avez jamais vus passer. Vous ne les voyez jamais passer. Même quand c'est des colonnes. Bon, c'est pas aussi simple que cela. Donc, avec les pays côtiers, c'est pour anticiper. Maintenant, il y a l'accueil, l'action et tout. Parce que normalement, même si c'est installé à partir des pays côtiers, si la coopération doit marcher, de là-bas, effectivement, ça peut arroser le Sahel. Et ça va même arroser le Sahel. Parce que celle qui est basée au Niger arrose jusqu'aux confins de la Libye. Parce que c'est pas seulement pour ça va au-delà du Sahel, ça touche jusqu'à la Libye. Et les Américains ont plusieurs sites de surveillance de par le monde. Même dans les pays arabes où parfois c'est compliqué, le Qatar et autres, ils ont des bases de surveillance. C'est ça. Donc, ils ont compris que la situation est en train de changer au niveau du Sahel. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'anticipation et tout. Voilà. Si nous aurions pu dire, bon, nous, écoutez, c'est leur pays, on ne vient pas là-bas, mais donc il y a des intérêts. C'est pour dire que, en même temps,
ces pays doivent prendre conscience qu'ils ont si vous avez de l'intérêt pour quelqu'un, à tel enseigne qui vient mettre un dispositif de surveillance, ça veut dire qu'il faut compter. Il surveille quoi? En même temps qu'il surveille vos ennemis, il vous surveille. Et justement, et je termine par là, quelles peuvent être justement les conséquences liées à l'intérêt que les puissances occidentales ont par rapport à la zone du Sahel et à la protection par rapport aux pays côtiers dont on parle, l'implantation d'une base de drones? Quelle peut être la conséquence de ces enjeux-là? Non, pour moi, les intérêts, ils ont toujours existé pour ces puissances-là. Et puis, qu'est-ce que vous croyez? Il faut bien avoir un regard sur des éléments déstabilisateurs qui pouvaient par ricochet venir vous toucher. Nous, à un moment donné, sur le continent ici, même dans nos zones, quand on entendait parler de terrorisme et d'actes terroristes, c'était très loin de nous, quand on parlait d'Afghanistan et tout, ou bien les actes qu'on entendait en Europe. Après, il a fallu que, dans une certaine folie, Sarkozy et ses amis là, viennent taper la fourmilière libyenne pour que nous, on puisse avoir ce problème-là à nos portes et maintenant dans nos salons et dans nos chambres, comme dirait quelqu'un. Donc, pour dire que ça a évolué comme ça, ben aujourd'hui, chacun veut aussi avoir la maîtrise des foyers à travers le monde. Et c'est cette guerre-là qui est en train d'être menée aujourd'hui. Ils ne le font pas seulement pour nous, ils le font aussi pour eux. Et quand ils ne veulent pas que ça gagne le golfe de Guinée, c'est pourquoi. Ils savent aussi que quand on a obtenu la mer, c'est l'autre rive qui vous intéresse. Donc ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, ce qui est... pour moi, ce qui est, comment dire cela, ce qui saute maintenant aux yeux et qui se pose avec beaucoup plus d'acuité, c'est peut-être les antagonismes qui naissent avec la vision de partenaires dans un espace commun. C'est-à-dire que vous avez le noyau du Burkina, Mali, Niger qui ont décidé de ne pas travailler avec certaines puissances avec lesquelles elles étaient, mais dont elles ont été insatisfaites. Donc, vous comprenez que lorsque tous ceux qui sont autour renforcent plutôt leur coopération militaire et autres avec ces mêmes puissances-là, ça devient difficile le jeu de mise en commun comment on appelle ça, des efforts. Parce que la suspicion, les suspicions pour ce qui est des pays de l'AES relativement à certaines puissances ne vont pas s'éteindre maintenant et je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le faire passer par perte et profit pour se mettre en commun avec les autres pays qui ont encore toute la même inquiétude. Et il faut comprendre aussi ces autres pays-là qui renforcent en tout cas leur modèle de surveillance avec des pays qui ont envie aussi de les aider. Ça, c'est des choix qu'ils font comme nous le faisons de façon, comment dire cela, de façon indépendante. Et nous le faisons en tant que pays indépendant. Il faut leur reconnaître aussi comment on appelle ça là, il faut leur reconnaître de pouvoir faire le choix aussi par eux-mêmes. En 4 minutes, on va dire un mot par rapport au dernier sujet. Les tensions diplomatiques entre Bamako et Alger sont à l'apaisement. Visiblement, les ambassadeurs des deux pays ont rejoint leur poste, juge Bougma. Oui, je pense que c'est bien comme ça. D'un point de vue, cette crise ne devrait même pas perdurer. Parce que c'est LM. Si elle perdure, elle est porteuse de beaucoup d'implications, compte tenu de la situation géographique de l'Algérie, de l'enjeu que représente l'Algérie également pour les autres pays du Sahel. Ce n'est pas seulement pour le Mali, pour les autres pays du Sahel, y compris le Niger. Voyez-vous comment la visite du ministre nigérien des Affaires étrangères a été surmédiatisée et c'était en pleine crise avec le Mali. Prenons les journaux maliens, les journaux algériens, mais mon vieux, c'était les titres, les éditoriaux, ça inquiétait. Il n'y a pas de gants. Ils n'ont pas pris de gants pour se boxer entre eux, par presse interposée. Donc, et puis l'Algérie, c'est un pays réputé bagarreur. Excusez-moi le terme, mais elle a ça les Algériens ont ça dans le sang. Même pendant la CAN, on le voit. Ce que j'ai dit, c'est des faits. CAN 98 au Burkina, on a vu, après la défaite, quand les étalons sont allés là-bas, on a vu ce qu'ils ont fait à leur hôtel. Ils sont ça dans le sang. Apprenez les Français, ils savent. Donc, pour un tel pays qui a traversé aussi de grandes crises sociopolitiques, émaillées parfois de guerres étalées sur des années, attention.
Je ne pense pas que le Mali et l'Algérie ont un intérêt dans un bras de fer. Non. Donc, c'est bien que ces choses-là se soient tassées. C'est sûr qu'il y a des gens qui s'y sont mis. Et puis bon, quand vous mesurez, parfois aussi c'est nécessaire pour savoir jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être que c'est un test de nature entre les deux pays. Mais j'ai dit, il n'avait pas besoin de ça. Parce que à cause du Mali, l'Algérie avait même fermé son ciel aux avions militaires français. Et a permis au Mali d'avoir un corridor. Donc ça, c'est pas rien dans le contexte de la crise malienne, quand la crise avait atteint un certain paroxysme. Donc, de mon point de vue, ils avaient intérêt réellement à fumer le calumet de la paix. Parce que quand Ouagadougou, ça n'a pas marché, après le départ du président Blaise Compaoré, c'est Alger qui a récupéré les protagonistes pour aboutir à la signature des accords d'Alger, qui aujourd'hui peinent à être effectivement enclenchés. Maintenant, le Mali a reçu de façon officieuse certaines qui sont recherchées dans d'autres pays. Mais maintenant ici, l'Algérie reçoit des chevaux que vous n'aimez, et puis ça devient de la bagarre. Non, mais je pense les États doivent aller au-delà de ces questions émotionnelles-là pour regarder les vrais enjeux. D'accord. Alors, juge Fava, est-ce que l'accord de paix d'Alger est sauvé? Oui, mais est-ce qu'il lui-même était mis en ballottage? Parce que dans ce qui pour moi était beaucoup plus peut-être des rectificatifs que les uns et les autres voulaient se donner, et il n'y avait pas autre chose. Au départ, le Mali parlait de quoi? D'intrusion de l'Algérie dans des affaires internes. Mais écoutez, quand vous ne dénoncez même pas l'accord d'Alger, ça s'appelle même accord d'Alger. Ce qui vous concerne. Vous parlez de quelle intrusion? Lorsque c'est l'Algérie qui avait le lead dans les discussions et les négociations. Mais il faut arrêter. Maintenant, il y a des éléments qui ont peut-être déplu à la partie malienne, avec quelquefois aussi des audiences qui ne comprenaient pas et tout. Maintenant, chacun a fait respecter son avis là-dessus. Et puis bon, il répète sur de bons rails. Sinon, pour moi, dès le départ, j'ai dit, la question de l'intrusion, non, ça, faut oublier, c'est quand même, on ne sait pas d'où ça sort en tout cas. Ça n'avait pas l'air assez logique. Et puis on savait qu'ils allaient se parler. Et dans l'escalade, c'est fini. Point final pour cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre constante fidélité à cette émission. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.